Est-ce que c'est le vote de l'État guinéen? Parce que je ne pense pas que l'État soit amené ait la capacité ou la possibilité de s'ingérer dans les problèmes de football, du sport. Je crois que c'est au niveau de la fédération que les décisions se prennent. Mais ça m'a aussi surpris quand même, je l'avoue, vu les liens forts qui unissent ces deux pays. Et je crois que le président de la FEGIFOOT a ses raisons. Et il ne faut pas aller vite en besogne. Je vois sur la toile les gens qui s'indignent, par-ci par-là, c'est bien. Mais il faut laisser aussi le soin au président de la FEGIFOOT d'expliquer cela devant le peuple de Guinée et de nous dire comment cela est arrivé. Il ne faut pas tout de suite prendre position, commencer à avoir des préjugés sur ce vote. Moi, je pense qu'il y a des intérêts qui sont en jeu dans un vote. Et si effectivement il a pris la décision, c'est qu'il a vu qu'il y avait plus d'intérêt pour la Guinée. Ou je ne sais pas, mais ce n'est pas pour sa propre personne qu'il a pris cette décision. Si il a pris la décision en tout cas. Donc vous pensez qu'on peut expliquer le choix de la Guinée et les États-Unis au détriment du Maroc? Ce n'est pas moi. Je vous dis de laisser le soin au président de la FEGIFOOT qui va retourner dans son pays en Guinée et qui sera face à la presse et qui va donner les raisons pour lesquelles la FEGIFOOT a choisi les États-Unis et au détriment du Maroc. D'accord. Est-ce que cette position que la Guinée a affichée ne peut pas jouer négativement sur ses ressortissants, par exemple, qui sont... Bon, je pense que la Guinée n'a pas été le seul pays africain à ne pas voter pour le Maroc. Il y a aussi, à ce que je sache, le Bénin et d'autres pays, l'Afrique du Sud. Donc cela d'abord m'amène en tant que panafricaniste à vous dire tout simplement que l'Union africaine n'est pas une réalité. Sur les papiers, ça se dit, mais en réalité, ça ne se vit pas. Et moi, d'ailleurs, lorsque j'avais été en Éthiopie une fois, j'étais à l'aéroport parce que je n'avais pas de visa d'entrée, on m'a bloqué. Et j'ai fait savoir à ces gens que mon pays a participé justement à la mise en place de l'OUA. Donc, et mon pays fut quand même le premier pays à présider cette instance africaine. Donc, j'ai un peu discuté avec les gens. Ils m'ont dit non, même si vous êtes guinéen, même si votre pays a mené un vrai combat pour l'instauration de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, mais ici, il y a un visa qui existe entre votre pays et le nôtre. Vous devez prendre un visa forcément avant d'accéder au pays. Ça m'a vraiment touché et je me suis dit qu'en réalité, on parle d'Union africaine, mais ça n'existe pas. Dans la gestion des affaires publiques. Bon, déjà, moi, je pense qu'il y a eu 2 poids 2 mesures dans ce pays. On ne peut pas aujourd'hui faire la chasse aux voleurs pendant que dans un passé très récent, des personnes aujourd'hui qui jouent des traqueurs étaient des voleurs dans ce pays. Vous parlez du Premier ministre? Oui, je parle du Premier ministre, Kassori Fofana. Oui, bien sûr. Je ne peux pas comprendre qu'avec sa gestion catastrophique au temps de Lansana Conté, et aujourd'hui que les mêmes personnes viennent, qui ont insulté Alpha Condé, qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui qui reviennent, qui ont dit vive à bas le président, et qui disent aujourd'hui vive le président, en traquant des petits poissons et en prouvant qu'ils sont contre la corruption. La corruption, on doit commencer par soi-même d'abord. On doit commencer d'abord par faire l'audit de tous ceux qui ont géré au temps de Lansana Conté et qui ont amené ce pays à rester dans ce trou. Et Alpha le dit tout le temps, il dit je prends la Guinée là où Sékou Touré l'avait laissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il saute carrément le régime de Conté parce qu'il estime que ce régime nous a vraiment mis en retard. Alors si ce régime nous a mis en retard, il y avait un système autour de Conté et ce système était entretenu par des personnes et des personnes très fortes et des hommes clés de Lansana Conté. Quand tu les comptes, Kassori ne peut pas être épargné. Donc aujourd'hui, on ne peut même pas parler des richesses colossales qu'il a volées à la Guinée pour aller investir aux États-Unis. Et on ne peut même pas parler de ses réalisations en Guinée. On prend des gens comme Paul Moussa Diawara. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on fasse, si vous voulez, une lutte contre la corruption. Mais tout simplement, quand on doit lutter contre la corruption, il ne faut pas brûler des étapes. Il faut commencer par ceux-là même qui ont été à la base de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, je suis vraiment déçu de ce 2 poids 2 mesures du président et de son complice Kassori Fofana qui sont en train, pour moi, ça n'engage que moi, je l'ai toujours dit, et ça fait 1 an que je le dis, et qui sont en train de préparer un 3e mandat. Parce que lorsqu'on entend Kassori dire « j'avais des ambitions politiques dans ce pays »,
Je voulais servir mon pays en devenant président, mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'en ai pas la capacité et que Alpha, je lui laisse le soin de continuer son travail. Oui, mais en parlant, qu'en même temps qu'ils échec des ennemis, en luttant contre ses propres hommes pour la corruption. Vous savez, lorsqu'on prend au sein de ses ennemis des personnes qui ont mis le pays à terre, je crois que on ne donne pas la solution aux problèmes auxquels on fait face, nous les Guinéens. Pour moi, pour des gens qui comprennent, pour des intellectuels, pour des gens avertis, Kassory Fofana et sa clique ne peuvent pas faire le trac aux voleurs d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible parce que cette situation que nous vivons aujourd'hui est le résultat de 23 années de malgouvernance. Et ces années ne peuvent pas passer, on ne peut pas les soustraire comme ça de la vie du peuple de Guinée comme si de rien n'était. Alors ces gens économiquement ont mis ce pays à terre. Ils ont fabriqué des faux billets dans ce pays. Ils ont saboté l'économie guinéenne. Ils se sont enrichis illicitement. Alors on doit faire d'abord l'état des lieux avant de se mettre dans une nouvelle tenue de traqueurs, de voleurs aujourd'hui, parce que tout simplement on est soutenu par une base forte qui est de ceci ou de cela, soutenu par ses parents, et le président voulant un troisième mandat, obligé de travailler avec vous, donc ferme les yeux sur tout ce qui s'est passé et aujourd'hui fait face aux nouveaux petits voleurs. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ce qui a motivé ce choix d'abord, c'est ma frustration, ma grande frustration. Parce que comme je l'ai signalé dans ma publication, il y a quand même 21 ans que je chante dans ce pays, que je milite et que je prends des risques pour ce peuple. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de ma carrière, j'ai été 2 fois finaliste du prix RFI. J'ai été lauréat de Visa pour la création, organisé par l'Institut français à Paris. J'ai eu la chance de participer, bien sûr, à une résidence à la Cité internationale des arts durant 3 mois où je suis sorti vainqueur, où j'ai bénéficié d'une tournée africaine de 14 pays. J'ai été aussi aux États-Unis où j'ai eu un prix comme étant un des artistes reggaeman africains les plus influents en 2012. Donc, durant mon parcours, j'ai lutté, j'ai fait des prises de position et je me suis rendu compte, aujourd'hui, 21 ans après, que la musique à elle seule ne peut pas systématiquement changer les choses, ne peut pas amener les conditions de vie de nos populations à s'améliorer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque j'ai été engagé dans ma musique, alors pourquoi ne pas descendre dans l'arène politique, puisque c'est là-bas que les choses se décident pour cette population. Puisque mes messages tombent dans des oreilles sourdes, pourquoi ne pas descendre dans l'arène politique et être parmi ces décideurs au cœur du mal pour combattre le mal? C'est pourquoi je dis qu'à partir de l'instant, ce n'est pas un adieu que je fais à la musique, c'est juste un au revoir, parce qu'à tout moment on peut se revoir. On a vu Martini en Haïti, on a vu Youssou N'Dour, et aujourd'hui qui continue sa musique. Mais lorsque le peuple nous appelle, lorsque le pays nous appelle, lorsque la nation nous appelle, je pense que cet appel n'est pas forcément dit que je vais attendre que la population prenne le micro pour dire Eli Kamano, on a besoin de toi ici. Non, l'appel c'est quoi? L'appel résulte de la souffrance du peuple. L'appel résulte des conditions minables du peuple qui m'amènent à m'engager politiquement et à faire en sorte que les conditions de vie de ma population s'améliorent dans les années à venir. Je veux aller plus gros, donc avec la politique, là où nous sommes capables d'engager des millions facilement et banalement. Qu'en dites-vous? Vous savez, d'abord, je m'en veux vous dire que la Guinée est un pays aujourd'hui qui nous prive des opportunités que le Sénégal a données à Youssou N'Dour, à Awadi et autres. La Guinée est un pays qui nous prive des opportunités, nous les artistes, que le Mali a donné tout récemment à Sidiki Diabaté. Lorsque je prends l'exemple de certains artistes ici, qui finissent leur vie par des SOS, lorsque je prends le petit Kanjakora, je vais lui faire une petite publicité, comparativement à cet artiste que j'ai cité malien tout à l'heure, il n'a rien à envier à cet autre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'envol international de la carrière de cet autre malien, on se rend tout de suite compte que tous les efforts que nous fournissons, nous les artistes, nous les créateurs, ici dans le domaine de l'art, ces efforts ne sont pas accompagnés par des politiques culturelles adéquates afin que nous soyons aussi au niveau international. Mais, à qu'à cela ne tienne, je ne vais pas en politique pour fuir cette situation parce que j'ai le minimum pour vivre. La musique a été quand même un métier qui m'a permis aujourd'hui d'aspirer
à beaucoup de choses, à beaucoup de rêves. Et si la musique m'a donné les moyens, le moyen matériel ou financier de faire ma politique que je veux faire, ça veut dire tout simplement que le combat que j'ai mené, même si je ne suis pas au même niveau que Tikenja, même si je ne suis pas au même niveau que Alpha Blondy, même si je n'ai pas eu les mêmes chances qu'ils ont eu en Côte d'Ivoire, mais ici en Guinée, avec le niveau de la population, le niveau de mon peuple, je crois que le combat que j'ai mené dans la musique, ce n'est pas une question d'inspiration, ce n'est pas une question de fin d'inspiration, mais c'est une question de volonté patriotique en tant que citoyen d'abord. Je suis un citoyen avant d'être un artiste. Je ne suis pas né artiste. Personne ne naît artiste, politicien ou journaliste. On le devient avec la volonté, on parvient à réaliser nos rêves. Alors aujourd'hui, la volonté que j'ai, qui m'anime à servir mon peuple autrement, n'a rien à voir avec le manque d'inspiration auquel certains font allusion. Parce que si je veux encore chanter, je pourrais chanter. Avez-vous un parti politique ou c'est un mouvement politique? C'est un mouvement politique d'abord. C'est un mouvement politique d'abord. Là où j'en suis, je suis en train de mettre en place un noyau. Non. Pas encore. Pas encore. C'est avec le noyau que je vais décider, avec les autres. Donc c'est un mouvement que vous êtes en train de créer? Oui. Alors, un mouvement qu'on est en train de créer, mais dans lequel la jeunesse guinéenne se retrouve déjà. Parce que lorsque on parle de Eli Kamano, vous avez vu la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment les gens ont positivement réagi. Donc ça veut dire que la jeunesse se retrouve dans ce combat et la jeunesse s'attend tout simplement à ce qu'on mette en place ce mouvement et qu'elle vienne adhérer. Pendant que vous l'aviez abandonné dans un passé. Je n'ai pas abandonné la jeunesse. Tout simplement, j'ai dit à la jeunesse que notre rêve devait être plus grand. Parce qu'après mon passage à Boké et à Kamsar, j'ai tout de suite compris que la jeunesse de Matoto, à elle seule, ne peut pas me mandater par rapport à mon implication politique dans ce pays, à la gestion de la chose publique et politique. Alors, je me suis dit qu'en devenant maire de Matoto, j'allais être tout simplement mandaté par la commune et la population de Matoto et j'allais rétrécir et réduire mon champ d'action, mon engagement sur l'échiquier national. Donc, voilà pourquoi j'ai replié en disant bien sûr que j'accompagnais les jeunes candidats indépendants et c'est ce que j'avais fait. Maintenant, aujourd'hui, l'heure est venue pour que cette jeunesse dans tout son ensemble se lève d'une seule voix et qu'elle me suive dans ma démarche pour qu'on renverse la tendance, comme je l'ai écrit, en 2020, pour qu'on soit, nous aussi, une nouvelle Guinée qui marche, comme la France qui marche avec Macron. Alors, quels sont vos rapports avec le jeune ministre Siaka Barry? Siaka Barry, on a de bons rapports, il n'y a pas de problème entre nous. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect et qui a du respect, qui a un grand respect pour moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que le jour où l'occasion va se présenter, le jour où il sera nécessaire que nos mouvements se rencontrent ou se fondent, je pense qu'il n'y aura pas d'obstacle, il n'y a pas de problème. Parce que de lui à moi, on est tous des sankaristes. Même quand il était au sein du gouvernement, on le disait souvent, lui et moi, lorsqu'on se rencontrait, les deux sankaristes se parlaient en tant que révolutionnaires, mais à la base, lui, il était un commis de l'État et moi, j'étais un activiste. Donc aujourd'hui, si on se rencontre dans la politique, je pense qu'avec les idéaux de Sankara qui nous animent tous, je pense qu'on a la même volonté de servir patriotiquement, de façon patriotique. Ou un album d'Eli Kamano d'ici 2020? Bon, je pense que les gens en demandent un single. Je le ferai parce que je le ferai pour ceux-là qui pensent que c'est par manque d'inspiration que je viens vers la politique. Je ferai un single de peut-être 6 morceaux pour donner aux Guinéens et pour dire au revoir à la musique. Pas parce que je dis un adieu à la musique, mais pour leur dire que ce n'est pas par manque d'inspiration, mais c'est par nécessité. Je pars en politique parce que la jeunesse guinéenne est fatiguée de cette classe vieillissante politique qui n'est en réalité, qui n'est en rien la solution au problème de la Guinée, mais qui devient plutôt le problème à la solution de la Guinée. Donc, je pense que commencer un combat comme ça, poser des jalons dans un combat comme ça, il est très important que les jeunes s'engagent maintenant, comme les jeunes libériens l'avaient compris avec George Weah, de 2005 jusqu'en 2018. Maintenant, aujourd'hui, il est président parce que ceux qui avaient 15 ans en 2005, ceux qui avaient 17 ans qui n'avaient pas l'âge de voter George Weah, ont eu l'âge de voter George Weah.
ils l'ont voté, contrairement à l'élite vieillissante qui ne voulait pas le voter, qui ne voulait pas qu'il soit président. Il est président aujourd'hui. Donc, il faut oser inventer l'avenir, il faut oser rêver. C'est ce qui nous manque en Guinée. On n'a pas d'ambition. Lorsque vous prenez les grands championnats de football, vous voyez quel Guinéen. C'est dommage, c'est tout récemment que le petit Naby Keita va à Liverpool. Sur combien de jeunes Guinéens, sur combien de footballeurs guinéens? Lorsque vous prenez la scène musicale guinéenne, contrairement aux artistes maliens, sénégalais, ivoiriens, sur combien d'artistes guinéens vous verrez ici en Guinée des artistes guinéens exceller à l'étranger, sur le plan international comme les autres. Parce qu'on n'est pas ambitieux. Alors lorsque ici en Guinée, des jeunes sont ambitieux, des jeunes ils affichent leur ambition par rapport à une échéance électorale, les gens sont étonnés de voir qu'il est jeune, les gens sont étonnés de voir qu'il est trop ambitieux, ils sont étonnés de voir qu'il rêve grand. Mais il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Je rêve bêtement, je le dis aux gens, je rêve bêtement, mais je gagnerai courageusement. Mon dernier mot, c'est que je vais ici m'adresser à la jeunesse surtout. Parce que en réalité, c'est cette jeunesse qui est au centre de toutes les décisions. C'est cette jeunesse qui peut changer la donne. C'est cette jeunesse-là qui peut dire demain, vous avez assez menti à ce peuple, vous avez assez hypothéqué l'avenir de nos enfants, vous avez assez hypothéqué l'avenir de ce peuple, il est temps que vous partiez à la retraite, il est temps que vous vous arrêtez, on va les stopper. On les stoppe et puis on change la tendance. On change la tendance pas parce que Eli Kamano est le meilleur, mais c'est parce que c'est Eli Kamano qui se tape la poitrine au nom de la jeunesse guinéenne. Et ce que je fais, on dit dans un adage dans notre langue, je prends de l'orgueil, mais pas pour moi, pour la jeunesse guinéenne. Et cet orgueil-là, les gens vont me combattre pour ça. Et le combat-là, la jeunesse guinéenne ne doit pas participer à ce combat contre ma personne. Parce que si elle me combat, elle se combat elle-même. Donc ce que je vais dire à cette jeunesse, c'est de resserrer les rangs et de savoir et de comprendre que demain, si nous avons le pays en main, nous pouvons mieux la gérer. Et c'est ce que nous voulions pour Dadis. Dadis était une bonne personne, un patriote. Je lui fais une petite publicité, mais qui est vraiment raisonnable. C'était un patriote que je voyais. Voilà pourquoi je l'ai combattu dans ma musique. Je voulais qu'il reparte, qu'il aille se former, qu'il aille attendre tranquillement, qu'il organise des élections transparentes et qu'il revienne. Aujourd'hui, il serait le garant de la démocratie et de la liberté dans ce pays. Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, on n'aurait pas assisté à tout ça si Dadis avait accepté d'organiser et de partir. Mais aujourd'hui, il ne peut pas rentrer dans son pays. C'est Kouba Konaté, pareil. Donc, la jeunesse doit comprendre que l'avenir de la Guinée est dans ses mains et qu'elle doit prendre les choses en main pour que demain la Guinée soit un pays émergent au même titre que les autres pays qui se targuent la poitrine comme étant des pays vraiment en voie de développement. Merci à vous. Nos enseignants sont mal payés, nos fonctionnaires sont endettés et nos consciences ne sont pas attirées. Le pouvoir d'achat a mal chuté, la population ethnicisée et le débat politisé, tout simplement parce que tu es Condé.